Ne partez pas encore. Invité du jour, la suite dans un instant. Pourquoi les gens doivent être formés alors qu'ils sont recrutés sur la base d'un diplôme Marcel Effon? Voilà, merci William. Nous avons, comme on l'a fait, nous avons abordé déjà beaucoup de questions sur le développement de l'entreprise. Mais une question primordiale qui est presque au début et à la fin du développement de l'entreprise, la question de la formation. Tout à fait. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'on a toujours tout le bagage nécessaire en entrant en entreprise. Mais on se rend compte en réalité que lorsque des gens entrent en entreprise, les choses qui leur permettent, les choses à base desquelles on trouve qu'ils sont meilleurs et qu'ils arrivent effectivement à atteindre des objectifs, à résoudre les problèmes dans l'entreprise, ce n'est pas nécessairement la formation académique qu'ils ont reçue, mais c'est simplement des aptitudes, des qualités qu'ils ont réussi à acquérir dans leur vie pratique, dans la capacité à pouvoir décerner les problèmes, à reconnaître les problèmes au sein de l'entreprise et à chercher des solutions par tous les moyens. D'où, lorsque une personne entre en entreprise, la première des choses à laquelle il faut commencer à penser, son plan de carrière qui permet de savoir il commence où, il fait quoi et il finit quoi, s'il doit faire carrière dans l'entreprise. Et dès les premiers jours déjà, on sait ce qu'il faut lui donner comme formation afin qu'il puisse atteindre aisément cet objectif. Alors Marcel Effon, qui est concerné par la formation? Est-ce qu'on peut dire que tout le personnel d'une entreprise est concerné par la formation, y compris même les responsables? Alors, la formation en entreprise, il faut qu'on insiste là-dessus. Tout le monde est concerné. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est à commencer par le planton même qui reçoit les gens. Même le planton? Même le planton. Parce que tous les jours, l'information change. L'entreprise est en train de grandir. La manière de faire les choses grandit. Les défis deviennent grands. Alors, il faut à chaque fois mettre au goût du jour tous les éléments de l'équipe afin qu'ils aient les nouveaux outils pour faire face aux défis du développement de l'entreprise. Vous comprenez avec moi? Vous venez de faire un comité de direction dans votre entreprise et vous avez pris pas mal de décisions pour le développement de l'entreprise. Mais il se fait que l'état d'esprit, la qualité des personnes que vous avez en ce moment ne répond peut-être pas aux objectifs que vous voulez atteindre. Il faut nécessairement les mettre au goût du jour, il faut mettre à jour l'information, il faut passer l'information. En passant l'information, on se rend compte, tiens, qu'il faut le faire, répéter, accentuer quelques éléments, ressortir certaines choses que des gens ne possèdent pas pendant que l'information est en train de passer. Donc, vous comprenez avec moi, il faut repartir même jusqu'au planton. Vous décidez par exemple un jour dans votre entreprise de commencer à recevoir des gens à partir de 10 heures parce que quand les gens rentrent dans l'entreprise à partir de 8 heures, ça crée des remue-ménages, ça ne permet pas au cadre de faire de la conception. Tout à fait. Mais il faut mettre cette information à la disposition de vos agents, de vos plantons, de tous les éléments de l'équipe afin que tout le monde, où qu'il soit, quoi qu'ils font, ils soient en mesure de pouvoir partager cette information, mais au même niveau. Et cette information doit être adaptée à un état d'esprit, mais un état d'esprit effectivement qui permet de trouver des éléments qu'il faut pour que cette information passe à monsieur tout le monde, pour que en travaillant, pour que en cherchant à développer l'entreprise, on ne crée pas d'autres problèmes. Vous comprenez par exemple un planton qui n'a pas la bonne information, alors que même celui qui est dehors de l'entreprise a les informations, mais c'est lui qui informe ce planton avant d'entrer dans l'entreprise, mais telle information a changé. Et quand le regarde, il dit, mais écoutez, c'est quelle entreprise où les gens n'ont pas l'information, et c'est dehors, on leur porte l'information. Donc, la formation est le premier outil. Le problème, vous allez constater aujourd'hui, on en a parlé plus d'une fois sur ce même plateau, beaucoup de personnes sont très bien diplômées, mais ils recherchent des emplois, ils n'en trouvent pas. Mais ils ne se posent pas la question, qu'est-ce qui fait que j'ai autant de diplômes, j'ai autant de formations, et des formations bien sûr qui sont supposées cadrer avec les besoins de l'entreprise et qu'on ne me recrute pas. Ils font des entretiens, ils reviennent, on dit on vous rappelle, on ne vous rappelle pas. Simplement parce qu'ils n'ont pas les aptitudes qu'il faut pour que, en entrant en entreprise, tout de suite, ils sont monnayables. L'employeur dit oui, c'est la personne dont j'ai besoin. Mais quand on parle d'aptitude, qu'est-ce qu'on voulait ressortir concrètement, Marcel Effon?
Alors, les aptitudes, c'est les qualités que des gens ont qui font que, des qualités qui sont bien sûr accompagnées des valeurs. Un exemple de qualité. Oui, un exemple, par exemple, si vous avez la capacité de faire passer facilement des messages dans une équipe, il n'y a pas une école où on forme des gens à savoir parler, la communication, d'accord, mais faire passer un message, avoir de l'impact parce que vous avez les moyens, les conditions, vous savez créer le cadre nécessaire qu'il faut pour passer une information, c'est une aptitude que monsieur, tout le monde n'a pas. Okay. Lorsque vous entrez dans une entreprise et vous devez travailler dans une équipe de travail, ok? Vous devez travailler dans une équipe de travail, vous avez par exemple l'obligation de faire fi des susceptibilités des uns et des autres dans l'équipe, mais c'est des prérequis que les gens doivent avoir qu'ils n'ont pas nécessairement pendant leur formation. Mais on leur apprend la technique à utiliser, par exemple, pour accomplir une mission, la procédure, tout ce qu'il faut techniquement. Mais on se rend compte que les gens sont super intelligents. S'ils ont les aptitudes qu'il faut et qu'ils réussissent à se fondre dans des équipes, ils bénéficient de la synergie des équipes et réussissent à accomplir de grandes missions. Mais lorsqu'ils n'ont pas ces aptitudes-là, ils sont bardés de connaissances techniques, bien sûr académiques, mais ils rentrent, ils descendent, ils ne réussissent pas à se fondre à des équipes et ils ont tous les problèmes. Il faut pouvoir être avec les hommes avant de pouvoir passer des messages que vous avez, avant de pouvoir les utiliser pour atteindre des objectifs. Mais dès que vous n'arrivez pas à faire cette première chose, l'employeur qui vous recrute se rend compte qu'il n'a pas recruté la bonne personne, mais pas parce que la personne n'a pas les techniques et les moyens pour accomplir la mission, simplement n'a pas les aptitudes pour pouvoir rester dans une équipe et atteindre des objectifs. Mais comment identifier celui qui a besoin de formation dans une équipe? Alors, pour identifier celui qui a besoin de formation dans une équipe, d'abord, il faut commencer à partir de comment est-ce que les gens sont recrutés. Lorsque vous venez, par exemple, chez nous, à Impact Plus, avant que nous on vous présente, parce que nous faisons également du recrutement, mais avant que nous on vous présente à un employeur pour que vous soyez recruté, vous faites une immersion chez nous. Vous faites 3 mois et au cours des 3 mois, lorsque vous déposez votre CV chez nous, au cours des 3 mois, nous on vous donne des formations. Mais ces formations, ce ne sont pas des formations académiques. Nous savons qu'académiquement, vous avez été déjà très bien formé techniquement parlant. Mais qu'il vous manque, c'est quelques aptitudes que pour n'avoir pas fait l'entreprise, vous ne savez pas que c'est des aptitudes à valoriser. Alors nous, on passe notre temps pendant cette étape préliminaire à mettre l'accent sur ces petits éléments que vous avez mais que vous ne savez pas. Pendant que vous le faites, nous vous observons et à partir du moment où nous savons que vous avez ces prérequis maintenant, nous, on vous fait un entretien d'embauche pour vous présenter un potentiel employeur qui a besoin de vous. Vous comprenez que celui qui passe par cette étape, nécessairement, lorsqu'il entre en entreprise, le premier jour déjà, on voit en lui les éléments dont on a besoin pour commencer à gagner tout de suite. Mais Marcel Lefort, beaucoup pensent qu'investir en formation, c'est un très mauvais investissement. Alors qu'est-ce que vous dites à ces gens? Oui, effectivement, l'employeur pense effectivement que investir dans la formation est un mauvais investissement parce que, vous comprenez avec moi, lorsque des gens vont à la formation, le lendemain déjà quand ils reviennent des formations, ils sont très brillants, ils sont brillants, tout le monde en parle, on est content d'avoir acquis de nouvelles notions, mais le surlendemain, les supports, on n'en retrouve pas, les belles méthodes qu'on vient d'apprendre, personne n'en parle et ça se passe comme si de rien n'était. Alors l'employeur qui vient de sortir des millions pour envoyer des gens en formation et qui attend nécessairement un résultat parce que la formation est venue pour répondre à un problème, à un besoin. Alors il est déçu tout de suite, il dit mais comment est-ce qu'il faut qu'à chaque fois j'envoie de l'argent pour que les gens aillent en formation, mais quand ils reviennent toujours tels qu'ils étaient partis. Ils sont déçus. Mais j'ai posé une question un jour. Lorsque vous pensez que vous envoyez des gens en formation et ils reviennent 2 jours, 3 jours après et ils redeviennent la même personne, que deviendraient ces personnes-là si pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, ils n'ont jamais reçu des informations qui leur permettent de mettre à jour les informations qu'ils ont sur eux? Ce serait le comble. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'aller en formation, mais ce que nous suggérons le plus souvent, par exemple aux employeurs, c'est lorsque vous envoyez des gens en formation, ayez le courage d'accepter à ce que les cabinets qui forment des gens puissent continuer à suivre les gens sur une longue période. Combien de temps par exemple? Mais le minimum, par exemple, pour suivre un cadre qui revient d'une formation, c'est 1 mois, le minimum. Et au cours de 1 mois, vous travaillez d'arrache-pied avec ce cadre pour être rassuré que les informations qu'il vient de recevoir. Parce que vous allez constater, lorsque vous allez à une formation, il y a des déclics. À chaque fois que vous recevez des informations, vous avez des déclics. Tout à fait. Mais ces déclics-là,
quand vous sortez de la formation, ce n'est pas évident, parce que vous avez quitté un monde. Ouais. Ce n'est pas évident que vous gardiez ces déclics sur vous, les frustrations que vous avez reçues en recevant l'information pendant la formation, que vous puissiez commencer à les mettre en application. Mais si vous avez quelqu'un derrière vous, qui a récapitulé, qui maîtrise ces notions et qui peut-être les a déjà expérimentées au lendemain de la formation, qui se pointe sur votre lieu de travail et à chaque fois veut savoir comment est-ce que vous réussissez à mettre en application telle information que vous venez de recevoir, et qu'à chaque fois que vous tombez, il vous tend la main pour dire écoutez, vous pouvez toujours y arriver, essayez. Vous venez, vous sentez que cette personne est à même de venir. C'est comme quelqu'un qui est sur un air de jeu, qui sait bien jouer, mais pour être confronté à quelques réalités, commence à déconner sur l'air de jeu. On ne le sent pas. Son coach reste derrière, non, tu peux toujours y aller. Non, tu vas, vas-y. Et à la fin du jeu, vous voyez que la personne qui titubait au début a bien réussi parce qu'il a eu le courage de quelqu'un derrière qui croit en lui et qui le pousse. Est-ce que la formation peut-elle se faire entre collègues ou bien du chef d'entreprise au reste du personnel, ou est-ce qu'il faut forcément faire recours à la compétence d'un cabinet? Oui, naturellement, il y a des formations qu'il faut automatiquement commanditer à des cabinets externes, mais il y a des formations que vous devez faire obligatoirement par des qualités internes. Pourquoi? Alors, il y a des informations que vous ne pouvez pas passer aux gens dans les mêmes cadres où vous avez créé, vous les avez poussés en tant que patron pour qu'ils produisent du résultat, des informations que vous-même, dans les mêmes cadres, vous ne pouvez pas leur passer. Alors ces informations... Alors vous voulez dire qu'il faut sortir du cadre? Il faut sortir les gens du cadre du travail et trouver des personnes qui maîtrisent ces termes et les leur confier afin qu'ils puissent apprendre de nouvelles choses et revenir dans le cadre. Premier élément qui fait qu'il faut évidemment faire sortir des gens de leur cadre et les faire former par d'autres cabinets. Deuxième aspect qu'il faut que, évidemment, les gens soient formés par d'autres personnes qui ont ces qualités, ces valeurs à l'interne, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a plus besoin d'inventer dans l'entreprise. Il y a les procédures, il y a la culture de l'entreprise que d'autres personnes sont restées et qu'ils partagent facilement. Alors, si vous confiez ces formations à des externes, ils ne maîtrisent pas mieux ces aspects de la gestion de votre entreprise que vos collègues qui ont déjà fait 10 ans, 5 ans avec vous et qui maîtrisent ces procédures. Donc, il faut créer les conditions pour que ces formations soient animées par des valeurs internes, c'est-à-dire des ressources humaines internes, mais qui maîtrisent bien ces questions, peut-être dans des conditions beaucoup plus améliorées que les conditions habituelles de travail. Donc, alors Marcel, quand on parle de coaching, on se dit que c'est aussi une formation. Alors quelle différence a-t-il entre coaching et formation? Voilà, c'est la nuance qu'on était en train de faire tout à l'heure. Il y a une petite nuance entre le coaching et la formation, c'est que lorsque des gens ont suivi plusieurs formations maintenant, comme on venait de l'expliquer, il faut qu'ils aient l'occasion maintenant d'avoir quelqu'un derrière eux qui pour les booster. Qui dit, écoutez, ça peut aller. Oui, tel que tu le fais, c'est bon. Non, tel que tu le fais, ce n'est pas bon. Rappelez-vous, quand on était petit, on allait à l'école. Chaque enfant dans une maison avait un coach. Son père ou sa mère. Ou si ses parents n'y sont pas, il a des oncles ou des tantes. Quelqu'un, à chaque fois quand l'enfant a envie d'apprendre, même jusqu'à minuit, on dit non, il est 22h, va te coucher. Non, quand l'enfant n'a pas envie d'apprendre, il veut continuer à jouer, non, il dit c'est terminé l'heure du jeu, maintenant tu dois aller apprendre tes leçons. Le matin, quand il se réveille, on lui dit écoute, tu dois réciter tes leçons avant d'aller à l'école. Mais en faisant ça, l'enfant est discipliné jusqu'à un niveau donné. Quand il va au baccalauréat, il réussit brillamment. Mais quand il finit son baccalauréat, on l'envoie à l'université, il est lui-même. Ce travail de coaching que font les parents est terminé, il n'arrive plus à s'auto-coacher. Et il commence à désapprendre à partir de son baccalauréat lorsque nous sommes dans un contexte aussi béninois. Donc vous comprenez avec moi? C'est pas pour tout le monde, Marcel. Non, pas pour tout le monde. Voilà. Il y a des gens qui continuent d'être avec leurs parents après le baccalauréat. Il y a des gens, effectivement, qui, même loin, continuent d'être coachés par leurs parents parce que les parents ne les ont pas lâchés. Il y en a aussi qui se coachent. Mais ce qui est bien est que lorsque vous finissez vos études primaires et secondaires, que vous passez à un niveau supérieur, il faut que vous deveniez votre propre coach ou que vous ayez un coach pratique dans la vie. Parce que pourquoi?
Les parents ont des informations qu'ils ont passées jusqu'à un moment donné. Mais lorsque vous rentrez dans la vie active après votre baccalauréat déjà, la plupart des personnes commencent à prendre la vie active, c'est un peu les cours assidus, une partie du temps pour étudier, l'autre partie pour aller faire des expériences en entreprise ou dans la vie. Petit job. Voilà. Mais c'est en ce moment maintenant qu'il faut que la personne se rende compte que les premiers coachs qui l'ont conduit à avoir les meilleurs résultats avant un baccalauréat ont fini leur mission maintenant, qu'il faut qu'ils aient des coachs pratiques, c'est-à-dire des coachs de la vie pratique. Des personnes qui maîtrisent beaucoup plus les aspects de l'insertion dans la vie sociale et pratique, qui les conduisent et qui continuent de leur dire « Ah non, tu ne dois pas faire ça. Ah non, tu vas dans tel sens, c'est bon. » Est-ce qu'on peut avoir par exemple un modèle comme un coach? Oui, un modèle. Il y a des gens qui ont des mentors, il y a des gens qui ont des modèles, des personnes qui regardent, ils observent. Mais combien de personnes sont capables d'avoir des gens devant eux comme modèle et qui réussissent à travailler sur eux-mêmes pour devenir comme les modèles? Ils sont très peu. Maintenant, les gens qui sont déterminés, qui veulent avoir de grands résultats, qui sont passionnés de ce qu'ils veulent devenir, ils réussissent à le faire et ils sont leurs propres coachs, ils travaillent tous les jours sur eux. Mais la plupart, comme vous le constatez, ont besoin quand même de quelqu'un derrière qui leur dit « ça va, ça ne va pas, non, il faut aller dans tel sens, non, tu es en train d'y aller, Marcel, tu vas y aller. » Je crois que dans notre pays, il y a beaucoup de modèles. Un exemple, c'est dans ce studio, Marcel Baglou. Je laisse d'abord à Soum pour sa dernière question. On y va. Merci beaucoup. Allez, la dernière question. Question d'un chef d'entreprise. Alors, pour punir le retard du personnel, souvent répétitif dans mon entreprise, je paie également le salaire en retard. C'est-à-dire 5 retards dans le mois égale 5 jours de retard pour payer le salaire. Et pourtant, ça ne change pas au niveau du personnel. Quelle autre stratégie dois-je utiliser? Merci pour la question. Le retard dans une entreprise est une faute. Maintenant, à vous de savoir comment punir ou comment résoudre ce problème. Lorsque vous êtes en retard dans une entreprise, il s'est passé peut-être quelque chose où il y a des rituels que vous faites qui font que tous les jours vous êtes en retard. Il y a des gens, oui, des rituels. La vie est un rituel. Ah oui. Pour des gens qui ont réussi, la vie c'est un rituel. Alors, ce rituel fait qu'effectivement, si le travail doit démarrer à 8 heures, votre rituel fait que vous devez démarrer le travail à 9 heures. Les gens pensent que vous êtes en retard, mais c'est un rituel. Maintenant, pour résoudre le problème, si vous sessionnez une partie du salaire de la personne, vous allez aggraver le mal. Non, je le paie en retard. Oui, vous le payez, naturellement, vous le payez en retard, vous allez aggraver le mal parce que le paiement en retard va créer d'autres circonstances dans son rituel qui sera davantage en retard. Donc il faut commencer à savoir comment est-ce que sa soirée se déroule jusqu'au matin où il doit aller au boulot. On a dit ici, lorsque vous avez des collaborateurs, vous avez des employés, votre rôle n'est plus le rôle de technicien, mais c'est le rôle de celui qui est derrière et qui essaie de voir comment le travail se passe, celui qui coach. Un manager aujourd'hui a dépassé le niveau d'un simple patron qui est dans son fauteuil. Mais c'est celui qui amène les autres à faire. C'est celui qui s'occupe des autres pour qu'ils puissent mieux faire le travail. Alors vous comprenez avec moi, ce problème est un problème que votre employé vit. Il faut aller voir son rituel. Le soir, quand il rentre chez lui, comment est-ce qu'il mange? À quelle heure il mange? À quelle heure il se couche? Combien de temps de sommeil il fait? À quelle heure il se réveille pour démarrer sa journée? Avant de venir au boulot, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là. Et quand vous allez réussir à faire ce travail et déceler ce problème, vous allez comprendre que facilement il comprend et il commence à venir au travail à l'heure. L'autre chose, il faut amener les gens à toucher du doigt l'impact que leur résultat a sur le résultat que vous avez. Quand les gens viennent en retard, vous vous mettez à les engueuler, à les injurier comme papa injurie les enfants à la maison. Bon, ils vont rester devant vous, vous écoutez comme d'habitude. Dès que vous finissez votre rituel, lui, il part chez lui et la même chose commence. Et ça arrive à un moment donné, bon, nous on est habitués à ça. Hein. Quand tu viens, il te fait une bonne douche et puis tu rentres dans ton bureau, tu fais ce que tu peux faire. Vous savez comment ça se passe? Alors, il faut aller au fond. Tout dépend de ce que vous mettez dans les gens. John Maxwell a dit, what you put in and always impact what come out. C'est l'anglais ça. Oui, c'est l'anglais. Et le français dit quoi? Le français dit, ce que vous mettez dedans tous les jours impacte ce qui sort de vous. Okay. Alors si vous mettez de très bonnes choses dans vos collaborateurs, ils vous sortent de très bonnes choses. Maintenant, si vous ne mettez rien, ils vous sortent des médiocrités comme ce qu'ils font. Merci Marcel Efo. On ne peut quand même pas mettre du maïs gâté dans un moulin et avoir une farine de très bonne qualité. C'est impossible. Ne partez pas encore. Invité du jour, la suite dans un instant.